Nous sommes en compagnie d'Anne Leborgne. Bonjour Anne. Bonjour. Gérante chez CPR AM qui est à la recherche du bonheur, ou presque, avec votre fonds Lifestyle, gérante de la thématique Lifestyle chez PR. Si on décrit ce lifestyle dans une thématique, c'est intéressant d'en parler. Comment vous décririez ça? Eh bien, nous sommes à la recherche de l'épanouissement de l'individu parce que l'on pense que ça crée des opportunités d'investissement et ceci à travers une thématique qui est multisectorielle et qui va bien au-delà de la consommation. Et en fait, on cherche à satisfaire des besoins émotionnels pour les individus qui sont source de grande motivation, donc le besoin d'appartenance à une communauté. Donc on va jouer le digital avec certains groupes de réseaux sociaux. On va chercher à satisfaire le besoin de différenciation, d'estime de soi, avec le luxe par exemple. Et puis un dernier besoin qui devient très très important, c'est le besoin de réalisation de soi, à travers les voyages, les loisirs. Le tourisme, les expériences. Et le tourisme et les expériences. On est bien loin de la base de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire besoins physiologiques, faim, soif, sommeil. Bon, ça c'est relativement couvert maintenant quand même par l'essentiel de la population. Et du coup, on peut aller chercher effectivement d'autres choses jusqu'à l'épanouissement et peut-être même une certaine idée du bonheur. Alors à partir de là, voilà le premier filtre. Vous allez choisir des entreprises donc, qui répondent à ces critères. Une en particulier, vous en avez parlé, c'est dans ces géants, des GAFA. Amazon qui fait une incursion depuis, voilà, on l'a appris depuis il y a quelques semaines, dans le retail avec le rachat du géant Whole Foods. Oui, c'est un cataclysme dans la distribution parce que c'est la première fois qu'Amazon, géant de la distribution en ligne, rachète des magasins physiques. Alors Whole Foods Market, c'est sa plus grosse acquisition, près de 14 milliards de dollars, et c'est surtout à peu près 450 magasins physiques spécialisés dans le bio et dans les grandes villes. Alors quelle est la stratégie comme ça du géant de l'électronique? On se souvient, il y a 20 ans maintenant qui fête ses 20 ans de cotation, qui a démarré en tant que libraire, qui est aujourd'hui une place de marché, c'est-à-dire on peut vraiment tout acheter ou tout vendre, puisqu'il y a aussi des retailers qui vendent leurs produits directement sur Amazon. Quelle est la stratégie là de manière un peu surprenante, de revenir sur le marché physique? En fait, on s'aperçoit qu'il y a encore un frein des consommateurs à commander en ligne des biens de la nourriture, en fait, qui est périssable. Du frais. Du frais. Alors, avec les magasins, Amazon va pouvoir accélérer la distribution sur les derniers kilomètres à ses consommateurs. Et on voit aujourd'hui, il y a seulement 2% des ventes d'épicerie qui sont faites en ligne à cause de ce frein psychologique. Donc il va accélérer cette tendance et puis il va pouvoir proposer sans doute de nouveaux services, c'est-à-dire, alors il a déposé il n'y a pas longtemps une marque pour, je vous prépare les ingrédients et c'est vous qui êtes le chef pour préparer des repas à la maison. Donc on peut imaginer qu'il va proposer de nouveaux services à partir des magasins de Whole Foods Market, ceux-ci, ou livrer peut-être des plats préparés en magasin. Justement, le géant avait le moyen quand même de se payer Whole Foods Market, 13 ou 14 milliards de dollars. La capitalisation est énorme, je crois qu'on est près de 400 milliards de dollars. Ça représente l'ensemble du retail, des magasins américains quand on met bout à bout les Costco, les Walmart, etc. Oui, oui, tout à fait. C'est un géant leader de la distribution en ligne qui maintenant fait une incursion dans la distribution physique et qui continue de gagner des parts de marché dans différents secteurs. Ils font aussi de la vidéo en ligne, dont on peut imaginer qu'ils vont aller dans la distribution. On a eu peur qu'ils arrivent aussi dans la distribution de pièces détachées de façon plus importante. Ils sont également dans les voyages. Effectivement, ils tissent leur toile un petit peu partout. Voilà, et sans oublier la partie cloud aussi également. Dématérialisée, qui fait un tabac, Amazon Cloud Service, qui est très utilisé par là aussi les gens du web. Également, oui. Autre titre justement là qui correspond à cette problématique. Alors le fonds, on va en revenir tout à l'heure, s'appelait Luxe and Lifestyle. Là, on a laissé tomber la partie luxe, mais il y a quand même du luxe en portefeuille. Tout à fait. Alors ça a été un des moteurs de performance du fonds depuis le début de l'année. Le secteur du luxe a gagné près de 20%, même s'il y a une petite correction récente. Il a gagné plus de 20% depuis le début de l'année. Donc aujourd'hui, avec une petite correction là, peut-être due à l'effet euro-dollar, en tout cas sur les valeurs européennes, ça s'est un petit peu calmé là. Alors voilà, récemment, qu'est-ce qui a tiré la croissance du luxe depuis le début de l'année? C'est le rebond des ventes en Europe avec un afflux massif de touristes. Et alors on peut se dire qu'effectivement, si l'euro-dollar remonte, peut-être que les touristes vont venir moins nombreux
en Europe, vont peut-être se reporter vers d'autres régions du monde, mais ça peut consister à un point de ralentissement, d'autant plus que les bases de comparaison pour la deuxième partie de l'année deviennent beaucoup plus difficiles. Et enfin, la valorisation effectivement du secteur est passée au-dessus de sa moyenne historique, donc il est possible qu'on ait une petite phase de digestion, de repos sur ce secteur, qui, à moyen terme, présente encore des opportunités d'investissement. On a vu un géant, justement, LVMH, qui a perdu quand même dévissé de 10 à 15%. Alors c'est vrai que la valorisation avait pratiquement pris 80% en un an. Est-ce que là, vous profitez de cette phase de consolidation où il y a une rotation à l'intérieur du fonds qui s'opère justement pour aller chercher peut-être d'autres valeurs dans le même segment de luxe? Alors en fait, le fonds est très positionné valeur de croissance, valeur de qualité, leader sur les leaders du moyen terme. Et c'est vrai que récemment, on a repositionné le fonds vers des valeurs un petit peu plus faiblement valorisées, des secteurs sur lesquels on était moins présent, en allant chercher des financières dans les banques privées, par exemple, ou notamment aux États-Unis, qui bénéficient d'un contexte plus porteur en termes de réglementation, qui vont pouvoir accélérer le retour de capital à leurs actionnaires. Ouais, et on a vu justement des très bons résultats, notamment des banques américaines. JP Morgan en tête, qui a progressé, je crois que c'est le meilleur trimestre de son histoire, à près de 7 milliards de dollars. Voilà, et justement qui profite de la conjoncture aussi et des taux qui remontent notamment. Donc rotation sectorielle. Tiens, une question parallèle, est-ce que ça fait partie du lifestyle, ça, les banques? En fait, quand on a un patrimoine bien géré, finalement, on se sent plus en confiance dans l'avenir. On va dédier une plus grande partie de son budget à ses loisirs, au voyage. Donc ça fait partie, ça accompagne en fait le bien-être. Ouais, et ça parlera évidemment à tous ceux qui sont en train peut-être de préparer leurs vacances. C'est vrai que si vous avez fait une belle année en bourse, autant en profiter un petit peu pour se faire plaisir pendant les vacances. Anne Le Born, vous restez avec nous dans une seconde. On va justement scanner le fonds Amundi Funds Global Lifestyle. Avec vous, on rentre dans la mécanique. À tout de suite.